En recevant sur le plateau de DRTV l'historien-chercheur Hamzat Boukari Yambara, de passage à Brazzaville, ce passionné d'histoire africaine et spécialiste du panafricanisme s'est prêté à nos questions. C'est quoi le panafricanisme? Est-ce un vœu pieux ou un rêve inachevé des pères fondateurs de l'unité africaine à unir l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre à l'extrême? Kwame Nkrumah, qui nourrissait un rêve pour le panafricanisme, celui de l'unité de l'Afrique, n'y est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui expliquerait cet acharnement à remettre le panafricanisme au goût du jour lorsque tous ceux des leaders africains qui se sont essayés à ce combat ont connu des lendemains moins reluisants? Plus de 50 ans après les indépendances, quel bilan peut-on tirer de ce combat mené par les Marcus Garvey, William Dubois, Kwame Nkrumah et Emery Patrice Lumumba? Le panafricanisme a-t-il encore un sens en plein XXIe siècle? La réponse dans cette interview que l'auteur de l'ouvrage Africa Unity, une histoire du panafricanisme, Hamzat Boukari Yambara, nous livre ici. Bonjour, de passage à Brazzaville en provenance d'Accra au Ghana, nous recevons M. Hamzat Boukari Yambara, auteur de l'ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme, publié aux éditions La Découverte. Historien-chercheur, notre invité est docteur de l'école des hautes études en sciences sociales en France. Sommes-nous africains? Et qu'est-ce que l'Afrique? Je prends juste les deux passages de la quatrième de couverture de son ouvrage. Et avec lui, nous allons revisiter le concept du panafricanisme. A-t-il encore un sens en plein XXIe siècle, lorsqu'on sait que c'est au XIXe siècle que cette notion a pris sa source, notamment aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc là, nous allons le recevoir. C'est un spécialiste en la matière. Il va très brièvement se présenter et nous dire qu'est-ce qu'il fait ici à Brazzaville. Bonjour Monsieur Hamzat. Bonjour, donc merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de me recevoir. Donc je suis Hamzat Boukari Yambara, je suis historien, originaire du Bénin et de la Martinique. Donc je suis ici dans le cadre des activités de la Ligue panafricaine Umoja, qui a une section ici au Congo-Brazzaville. Puis ensuite j'irai à Kinshasa pour donner un certain nombre de conférences pour expliquer justement ce qu'est le panafricanisme et pour expliquer en quoi ce concept est fondamentalement actuel et peut nous aider à parachever finalement nos indépendances en apportant la notion de souveraineté et d'unité africaine qui, à mon sens et au sens d'un certain nombre de personnes, sont essentielles pour justement répondre à cette question. Qu'est-ce que l'Afrique et sommes-nous africains? Alors, je crois que ça serait nettement mieux que vous puissiez peut-être expliquer à cette génération qui ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on entend par panafricanisme. Est-ce un vieux pieux ou un rêve inachevé des pères fondateurs de l'unité africaine? Alors, l'histoire du panafricanisme, elle est un peu plus ancienne. C'est un mouvement qui est né dans le cadre des Africains qui ont été déportés dans les Amériques. Donc tout Congolais et toute Congolaise doit savoir aujourd'hui qu'il a un frère et une sœur au Brésil, à Cuba, en Jamaïque, aux États-Unis et partout là où nos ancêtres ont été déportés. Et parmi ces frères et sœurs déportés, beaucoup ont fait le rêve de se libérer de l'esclavage et de revenir en Afrique. Donc certains se sont libérés dans les Amériques, c'est le cas de Haïti, qui est la première république noire, qui est le lieu de naissance du panafricanisme. D'autres ont réussi à revenir en Afrique, c'est le projet par exemple de Marcus Garvey et la création du Libéria. Et enfin, ceux qui sont restés sur le continent africain ont été soumis à une autre forme de domination qui est la domination coloniale. Donc 1885, l'Afrique va être partagée en zones d'influence et va être divisée selon les nationalismes européens. Et tout au long du XXe siècle, il y aura une histoire de congrès, de lutte, de mouvements qui va accompagner justement la lutte contre le colonialisme. Et le panafricanisme sera l'élément structurant de cette lutte-là, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. Donc au moment où les indépendances arrivent, va se poser la question de l'unité. Faut-il que nous devenions indépendants chacun de notre côté? Faut-il au contraire maintenir l'unité dans l'indépendance?
Donc le choix qui sera fait prendra le nom de balkanisation, c'est-à-dire que le Congo, qui faisait partie d'un ensemble plus grand qu'on appelait par exemple l'Afrique équatoriale française, va être indépendant seul. Tous les autres territoires seront indépendants de manière solitaire. Et cette solitude dans l'indépendance explique les difficultés que nous connaissons aujourd'hui d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, pour que justement nous soyons en capacité de défendre nos intérêts de la manière dont il faudrait les défendre et en même temps de constituer un parapluie protecteur pour notre diaspora. Puisque la diaspora, c'est nous. La diaspora congolaise, c'est le Congo. Donc il faut que cette diaspora, partout où elle est dans le monde, puisse se revendiquer d'une Afrique forte, puissante et unie. Et donc le projet panafricaniste va être élaboré de manière assez intelligente par le premier président du Ghana, donc qui s'appelait Kwame Nkrumah, qui va développer le concept des États-Unis d'Afrique en disant que les États africains doivent mettre en commun leur monnaie, leur diplomatie, leur défense et leur projet d'industrialisation. Donc la monnaie, c'est mettre en place une banque centrale continentale avec une monnaie commune qui permettrait en fait de favoriser les échanges à l'intérieur du continent africain et de lutter contre les puissances financières que sont notamment les multinationales qui étaient déjà dès l'indépendance plus puissantes que nos États qui devenaient indépendants. La question militaire, c'est tout simplement la sécurité du continent africain. Aujourd'hui, nous voyons dans ce XXIe siècle que la plus grande actualité est celle du terrorisme. On vient de le voir par exemple au Burkina Faso. Si le Burkina Faso était dans un ensemble continental, il ne connaîtrait pas ce qu'il connaît actuellement. Je ne vais pas vous interrompre, mais je voulais quand même insister sur un élément que vous venez de dire. Ce panafricanisme voulait qu'il y ait une espèce d'intégration. Alors aujourd'hui, il y a eu une monnaie qui est une monnaie entre guillemets commune, le franc CFA, qui devait peut-être unir certains pays de la CEMAC ou de la CEDEAO. Mais on voit en même temps vos amis qui sont des panafricanistes s'opposer à cette monnaie, alors que une monnaie commune serait quand même un élément intégrateur. Il n'y a pas une contradiction entre les visées que vous avez et l'activisme de vos amis. Il n'y a pas du tout de contradiction. D'une part, la question monétaire est une question de souveraineté qui est liée au commerce extérieur. Le problème du franc CFA, c'est qu'il n'est pas une monnaie commune. Il est une monnaie qui remonte à Paris et qui redescend sur le continent africain. Le franc CFA de la CEDEAO et de la CEMAC ne sont pas interchangeables, par exemple. Donc ça, c'est une anomalie totale. Les notions même d'UMOA et de CEMAC n'ont pas de sens en tant que telles, n'ont pas de viabilité économique. D'autre part, cette monnaie qui est soi-disant commune, qui devait favoriser l'intégration, n'empêche pas le fait que dans les zones concernées, nous sommes à moins de 12% de commerce entre les pays frontaliers. Donc ça montre bien que cette monnaie ne remplit pas du tout sa mission d'intégration économique et monétaire. C'est une monnaie, par ailleurs, dont on ne contrôle pas la politique. Donc les pays qui sont dans la zone franc CFA n'ont pas de politique monétaire, donc ne peuvent pas jouer notamment sur l'inflation. On nous demande de rester à un taux d'inflation de 2%, qui est un taux fixé en fait par la Banque centrale européenne, qui n'a aucun sens dans la situation économique des pays africains. D'autre part, la locomotive du continent africain, c'est le Nigeria. Et le Nigeria n'utilise pas le franc CFA. Donc il serait beaucoup plus pertinent que des pays comme le Cameroun, le Bénin, le Tchad et d'autres pays utilisent plutôt la monnaie du Nigeria, qui est justement la locomotive de cette Afrique de l'Ouest et de cette Afrique continentale. D'autre part, la question du franc CFA, c'est une question qui est aussi liée aux problématiques de dette et de fiscalité. Et on sait que c'est une monnaie qui favorise justement l'implantation des multinationales. Et ces multinationales-là peuvent jouer justement sur des circuits qui leur permettent de contourner la fiscalité des États. Donc le franc CFA n'est absolument pas un outil de développement et ce n'est certainement pas une monnaie panafricaine. Maintenant, le projet de monnaie continentale suppose bien évidemment qu'il y ait une intégration économique, qu'il y ait une politique monétaire commune et que cette politique monétaire commune soit gérée par les Africains. Or, le franc CFA n'a jamais été géré et contrôlé par les Africains. Alors, on sait que cette monnaie, c'est en France, notamment à Clermont-Ferrand, qu'on élabore. Mais est-ce que vous ne créez pas le risque pour nos États solitaires d'avoir des déflations successives alors que on voit bien que ces économies-là sont quand même des économies chancelantes et non structurées. C'est une parenthèse. Pour revenir à la question du panafricanisme, pensez-vous que ces pays africains
qui aujourd'hui ont du mal à s'unir peuvent avoir une même vision pour pouvoir intégrer leurs économies successives? Alors, les pays qui utilisent le franc CFA ont une même vision, c'est la vision de la France. Ce n'est pas la vision des pays africains, il faut le dire de manière claire et nette. D'autre part, la politique monétaire de la plupart de ces pays, elle est également gérée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, il n'y a pas du tout de souveraineté sur la question monétaire. On ne fait qu'appliquer des plans qu'on appelle des plans clés en main, alors qu'il faudrait passer plutôt à une économie fondée sur des plans clés en tête. Nous avons énormément d'économistes compétents dans tous les pays des anciennes colonies françaises qui peuvent justement apporter des solutions. Nous constatons que très souvent, lorsque nos économistes nationaux produisent des données et des statistiques, ces données et ces statistiques sont considérées comme fausses par rapport aux données du FMI qui, elles, sont des données purement idéologiques et politiques. D'autre part, les politiques d'ajustement structurel mises en place depuis les années 90 n'ont pas apporté le fameux développement, la fameuse prospérité. Donc à un moment, il faut bien voir que les difficultés dans lesquelles nous sommes ne sont pas le résultat d'un projet panafricain, mais d'un projet qui justement a nié le panafricanisme. Donc soit on continue dans quelque chose qui ne fonctionne pas, soit on tente autre chose en sachant qu'il y aura bien évidemment des difficultés. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on sait que le pays qui s'en sortirait le mieux en cas de dévaluation du franc CFA et qui plaide dans ce sens-là est justement la Côte d'Ivoire parce qu'elle a un commerce extérieur florissant. Donc on sait qu'une grande partie de la question de la dévaluation est réglée au niveau d'Abidjan. Maintenant, Abidjan impose à ses voisins une politique monétaire bien précise qui fait que ces pays-là ne veulent pas sortir du franc CFA. Donc il y a ensuite un enjeu politique à avoir. Lorsque un président s'exprime au nom du franc CFA, il n'a pas une analyse économique de la situation, il a une analyse politique. Donc nous pensons que nous pouvons renverser justement ce lien entre l'économique et le politique pour que ce soit le politique qui dirige l'économique. Donc cela passe par une prise de responsabilité de nos économies, par une intégration de nos entreprises, de nos industries et par une complémentarité aussi de notre secteur agricole. Et je pense que cette question de l'agriculture est fondamentale parce que c'est par l'agriculture que l'on peut se développer. Alors, je vais profiter de votre passage ici et de la liberté de temps que vous avez, puisque vous êtes chercheur, vous n'êtes pas congolais, peut-être de vous interpeller, puisque vous venez de parler des relations de nos États avec les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Il y a moins de 48 heures, le chef de l'État congolais venait de faire un discours sur l'état de la nation en disant qu'ils vont dans les jours à venir peut-être signer avec le Fonds monétaire international. Et vous venez de dire qu'aucun pays ne s'est développé avec les politiques mises en place par le Fonds monétaire international. Est-ce que vous comprenez cette vision et comment l'analysez-vous? Ça serait la parenthèse et puis après nous reviendrons sur les questions de fond. Alors, le Fonds monétaire international ne travaille principalement que sur l'Afrique. Ils sont absents dans la plupart du reste du monde. Leur cheval de bataille, c'est vraiment l'Afrique. Et on constate qu'ils sont présents depuis avant même nos indépendances, puisque les institutions de Bretton Woods ont été créées en 1944 et que le franc CFA a été inscrit justement dans ce système monétaire international par la France en 1945. Donc c'est une monnaie qui n'est pas du tout contrôlée par nos États, puisqu'elle préexistait la naissance juridique même de nos États. D'autre part, les politiques du Fonds monétaire international sont des politiques dites macroéconomiques d'ajustement structurel qui visent à déresponsabiliser l'État vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs, à le désengager pour permettre ce qu'on appelle l'intrusion du néolibéralisme, c'est-à-dire des éléments qui donnent une impression de prospérité à travers des chiffres de croissance, mais une croissance qui ne correspond pas à un développement auto-centré de nos États africains, qui ne correspond pas à une redistribution de la ressource de nos pays africains, qui ne correspond pas également à une position de souveraineté vis-à-vis de nos ressources naturelles qui nous permettrait d'être beaucoup plus présents justement sur le marché du commerce international. Le continent africain, ce n'est que 2% du commerce mondial, alors qu'on sait que nous avons les plus grandes richesses, nous allons être démographiquement les plus nombreux. Donc il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas. D'autre part, nous savons que l'Afrique au XXIe siècle va être le continent où tout le monde va venir chercher de la croissance. Et cette croissance va se faire sur le dos des pays africains. Donc il faut que nos dirigeants comprennent qu'aujourd'hui, il est nécessaire de se recentrer sur nos économies et de mettre en stand-by les politiques venues justement des institutions de Bretton Woods. Nous avons des économistes qui sont tout à fait capables d'élaborer des modèles de développement fondés sur des paradigmes africains et qui permettront à nos États de se développer, mais cela n'est possible que dans un cadre unitaire. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville seul
ne peut pas s'en sortir dans la mondialisation actuelle. Il doit travailler avec les voisins. Et c'est pareil pour les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, qui eux l'ont déjà compris et qui sont beaucoup plus avancés, et les pays d'Afrique australe. Donc il y a une dynamique, il y a une véritable convergence à réaliser, et cette convergence doit être fondamentalement politique. Voilà, donc si j'ai bien compris, politique d'ajustement structurel, des engagements de l'État sur certains secteurs, et il y aura des crises sociales à répétition. C'est une parenthèse, si j'ai compris votre raisonnement par rapport à l'appel du pied que le gouvernement congolais lance aux institutions financières internationales. Disons que le Fonds monétaire international n'est pas arrivé aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il est présent depuis un certain temps. Donc on ne peut pas, je pense, guérir le pays par des choses qui justement ont apporté un certain nombre de symptômes et de maladies. Je pense qu'à un moment, il faut savoir couper avec ce qui n'a pas fonctionné et tenter un autre remède. Et dans le cas du panafricanisme, on a justement des propositions économiques, financières, qui peuvent, à mon sens, apporter des solutions. Alors, panafricanisme, allons-y. Tous ceux qui, pour la plupart, ont plaidé pour ce concept, se sont retrouvés à 1000 pieds sous terre. Est-ce que ce n'est pas une question qui est liée à la relation entre les États africains avec les anciennes puissances coloniales, ou c'est le fait des égoïsmes de nos dirigeants qui pensent qu'aujourd'hui il vaut mieux être solitaire que être unis? Alors, il faut savoir qui les a mis sous terre. Je pense que c'est très important. Muammar Kadhafi, tant qu'il était dans un projet dit néolibéral, qu'il se réintégrait dans la communauté internationale, n'avait pas de problème. Puis quand il a commencé à mettre en avant des projets panafricanistes, on a commencé à l'attaquer, c'est-à-dire qu'on a commencé par le restéréotyper, puis ensuite on a déclaré la guerre à la Libye de manière totalement illégale du point de vue du droit international même. Donc ça, c'est un point important à souligner. Et aujourd'hui, la Libye n'est plus du tout ce qu'elle était auparavant, et tout le monde regrette, même sous la cape, le départ, ou en tout cas les circonstances de la mort de Kadhafi. Vous avez souligné que je venais du Ghana. Au Ghana, vous avez un mausolée qui est dédié à Kwame Nkrumah. Dans ce mausolée, vous avez la statue de Kwame Nkrumah et le tombeau où il repose. Un peu à l'écart, ils ont mis la statue déboulonnée de Nkrumah quand il a été renversé en 72, statue décapitée. Depuis cette époque, les Ghanéens ont compris que la bonne vision de développement du Ghana, c'était celle de Kwame Nkrumah. Et ça, c'est très important aussi à comprendre. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient se développer que dans un cadre panafricain. Certes, il y a eu une période néolibérale, mais ils ont compris que cette notion d'unité africaine, elle est fondamentale à intégrer dans le projet politique. Donc il faut toujours se demander pourquoi justement ces dirigeants qui défendaient le panafricanisme ont été éliminés par la force, n'ont jamais été éliminés de manière entre guillemets démocratique. Et pourtant, c'est eux qu'on traite souvent de dictateurs, alors qu'ils sont souvent arrivés au pouvoir de manière légitime et légale. On peut citer le cas de Patrice Lumumba, qui a été élu au poste qu'il a occupé. Ensuite, quand vous regardez l'histoire du continent africain, vous constatez que tous les grands hommes et les grandes femmes qui ont fait l'histoire et la fierté de l'Afrique ont tous été panafricanistes. Ça aussi, c'est un élément qui quand même doit susciter au moins notre fierté et notre orgueil. Il n'y a pas d'idéologie autre que le panafricanisme qui ait été aussi en capacité de défendre les intérêts africains. Donc c'est normal que les Européens, les Américains ou d'autres ont envie d'écarter les leaders panafricains quand ils voient que cela ne va pas dans les intérêts des intérêts européens en Afrique, qui sont bien souvent contradictoires avec ceux des Africains sur leur propre sol. Je crois qu'il y a une génération aujourd'hui des années 80 qui ne connaissent pas grand-chose du panafricanisme. J'ai envie de vous demander, la FEANF, ça vous dit quelque chose? Bien évidemment, la FEANF a été la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France dans les années 50. On a eu beaucoup de militants qui se sont formés justement à la politique et au syndicalisme. Il y avait aussi d'autres associations, il y avait la West African Student Union en Angleterre, et beaucoup de dirigeants au moment des indépendances sont effectivement issus de la FEANF. Donc chacun a suivi son itinéraire, certains sont restés dans un cadre dit anti-impérialiste et ont été assassinés. On peut citer par exemple Osende Afana au Cameroun, qui a écrit un ouvrage très important justement sur l'économie de l'Ouest africain. Il montrait la complémentarité des économies ouest-africaines. On peut citer d'autres personnages qui ont eu des destins assez paradoxaux, comme Alpha Condé, qui est actuellement président de la Guinée et président en exercice justement de l'Union africaine. Et donc on a toute une diversité de parcours et de trajectoires, mais il faut bien comprendre que la FEANF a été combattue
par les régimes africains dits réactionnaires et conservateurs, et bien évidemment par le ministère de l'Intérieur français qui considérait ces militants comme ce qui serait aujourd'hui l'équivalent des djihadistes, c'est-à-dire des personnes qui étaient sans foi ni loi et ne respectaient pas un certain ordre établi. Mais la FEANF est une expérience, je pense, très importante qu'il faudrait aujourd'hui réactiver parce que c'est dans les milieux étudiants que se forge justement la conscience politique et aussi la conscience d'appartenir à un ensemble commun. Il faudrait notamment développer, je pense, les échanges étudiants, faire en sorte que l'université soit justement un enjeu de souveraineté nationale et continentale, et faire aussi en sorte que les cerveaux que nous avons puissent donner le maximum de leur potentiel. Donc cela passe vraiment par une vraie politique de développement à l'égard de la jeunesse, une vraie politique d'accompagnement, de crédit, d'initiative à l'égard de cette jeunesse-là. 1950, naissance de la FEANF, et au-delà, tous les leaders plaidaient pour une sorte de construction de l'Union africaine et même du panafricanisme pour faire en sorte que leurs États puissent s'émanciper. Nous sommes à plus de 60 ans ou 70 ans jusqu'à aujourd'hui. Ni le panafricanisme n'a pris corps, ni l'Union africaine ne donne les éléments qui peuvent permettre aux Africains de se reconnaître comme Africains. Est-ce que vous le comprenez? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Alors, il faut dire une première chose, le panafricanisme a remporté beaucoup de victoires. Jusqu'il y a à peu près 45 ans, les pays voisins étaient encore soumis au colonialisme portugais. C'est le panafricanisme qui a libéré l'Angola, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et pas mal d'autres pays. Quand on présente Nelson Mandela comme un héros, Nelson Mandela n'a existé que parce qu'il y a eu des militants panafricanistes. C'est important à rappeler. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Muammar Kadhafi, tout ça c'est du panafricanisme. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'a apporté le panafricanisme en termes de lutte de libération. Il y a eu des solidarités fondamentales qui se sont créées à cette époque-là, en dépit des bâtons qui ont été mis dans les roues des uns et des autres. Le projet des États-Unis d'Afrique de Kwame Nkrumah, lorsqu'il le défend en 1963 à Addis Abeba, tous les autres chefs d'État s'opposent à lui. Et les plus nombreux des chefs d'État présents, c'étaient les chefs d'État des anciennes colonies françaises. Et comme nous sommes démocratiques, nous appliquons la loi du nombre. Et comme les francophones étaient plus nombreux, eh bien, ils ont vidé justement le panafricanisme de son sens. Et ils ont fait de l'OUA un simple organe de coopération. Et ils ont préféré privilégier justement les regroupements dits régionaux, voire même culturels, comme la francophonie, qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile au niveau de l'Union africaine d'avoir une ligne directrice politique claire. D'autre part, nous sommes rentrés dans un système de plus en plus mondialisé qui fait que l'Afrique est la convoitise et la proie des grandes puissances et des multinationales et que nous devons affronter une très grande adversité et que nous ne pouvons nous en sortir que si nous travaillons vraiment de manière unie. Or, nous savons que dans cette Union africaine, eh bien, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup d'oppositions, il y a beaucoup de contradictions, tout simplement parce que le panafricanisme a été exclu des discussions. Le principal débat, c'est de savoir comment chacun défend son propre intérêt ou comment chacun arrache la plus importante part de marché auprès des Chinois, auprès des Américains, auprès de l'Union européenne, qui sont aujourd'hui les principaux financiers de l'Union africaine. Donc, le projet de l'Union africaine n'a rien à voir avec le projet du panafricanisme. Ce sont deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, le panafricanisme existe beaucoup plus justement dans les mouvements dits de la société civile. Il y a une culture panafricaniste qui existe, qui est fondamentale. Quand on parle de la rumba, la salsa, les danses, etc., c'est du panafricanisme. La gastronomie, c'est du panafricanisme. Ce panafricanisme culturel, il existe. Ensuite, ce qui manque, c'est vraiment la dimension politique. Et nous pensons, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, que cette dimension politique doit être remise en avant pour permettre aux populations de comprendre leur situation, de comprendre pourquoi justement ce magnifique projet d'unité africaine n'a pas fonctionné, alors que c'est une évidence que l'Afrique doit s'unir. Tous les autres s'unissent. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, tout le monde s'unit sauf nous. Donc à partir d'un moment, il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes et que nous soyons capables de regarder le monde tel qu'il évolue pour nous positionner et pour défendre nos intérêts sans non plus aller bombarder les autres, puisque l'Afrique a la particularité d'être le seul continent qui n'est jamais allé exporter la guerre, la misère, la famine
dans le reste du monde alors que tous viennent chez nous pour le faire. Oui, vous avez parlé du panafricanisme culturel, dont je peux qualifier peut-être de panafricanisme léger, puisque les danses et l'amusement, peut-être que ça peut faire plaisir aux autres, mais lorsqu'il s'agit de parler des questions politiques, ça hérisse les autres. Alors, l'Europe s'est construite, elle est unie. L'Amérique, elle est également unie. L'Amérique du Sud également, y compris l'Asie. L'Afrique peine à s'unir, alors que le projet des pères fondateurs, notamment, y compris ceux qui étaient dans la FEANF, et par la suite qui ont intégré les grandes institutions panafricaines, plaidaient pour que l'Afrique s'unisse. Est-ce que vous comprenez cette contradiction? Parce que ces mêmes personnes ont été combattues par ceux qui aujourd'hui se battent pour renforcer l'Union européenne, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Y a-t-il une contradiction ou il y a peut-être un manque de maturité de la part de l'élite africaine? Alors déjà, la question culturelle est fondamentale. La culture, ce n'est pas les danses. La culture, c'est aussi les langues, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi la vision du monde. Si nous n'avions pas de culture, nous serions déjà morts. On nous aurait totalement décérébrés. Et je pense que cette question de la culture, elle est fondamentale. Si l'Afrique est debout encore aujourd'hui, c'est parce que nous avons de la culture. Il faut que nous comprenions que notre culture coûte très cher. Lorsque Bolloré, avec Universal Afrique, veut acheter justement la musique congolaise, c'est parce qu'il sait que cette musique représente des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et malheureusement, nous n'en avons pas conscience et nous l'avons donc pour rien du tout. Donc la culture est fondamentale. Les autres continents se sont construits sur la culture. L'Europe s'est construite sur un héritage culturel qu'ils ont appelé gréco-latin ou romain ou germanique. Les Américains également se sont construits sur cette culture-là, qui est une culture de prédation. Lorsque vous dites que les États-Unis sont unis, je ne suis pas d'accord, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, on peut encore massacrer des Noirs dans la rue comme ça. Donc il y a un problème justement sur la manière dont l'unité des autres s'est faite. Et quand on regarde la manière dont l'unité des autres s'est faite, on constate qu'elle s'est toujours faite contre l'Afrique. Et ça, c'est un élément très important. La colonisation s'est faite contre l'Afrique. C'est-à-dire que les Européens qui se faisaient la guerre en Europe, la France et l'Allemagne notamment, se sont dit que le meilleur moyen de régler ce problème-là, ce serait d'aller prendre des territoires en Afrique. Et c'est comme cela que nous avons été embrigadés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Sur les différents projets d'unification, là aussi, je pense qu'il faut être relativement critique. L'Amérique du Sud, les projets d'unité sont différents. Vous avez le Mercosur et vous avez aussi l'ALBA. L'ALBA, c'est un projet qui est clairement anticapitaliste et anti-impérialiste, porté par Cuba, le Venezuela, le Nicaragua notamment, qui n'a pas grand-chose à voir avec la logique néolibérale du Mercosur. Donc dans ces projets d'unité, on a des logiques idéologiques qui sont clairement affirmées. Le bolivarisme n'a rien à voir avec le panaméricanisme tel que le Mercosur le défend. Le bolivarisme s'appuie justement sur une restauration de la souveraineté des populations indigènes et une forme d'égalité dans la liberté, ce qu'on appelle l'égale liberté. Le projet d'unification des États-Unis d'Amérique, c'est un projet qui, lui, est fondamentalement impérialiste. C'est-à-dire que les États-Unis ne seront réellement unis que quand ils auront unifié et globalisé le reste du monde à leur image. Donc ça aussi, il faut être assez vigilant par rapport à ce qui peut paraître comme des évidences, mais qui n'en sont pas. Sur l'Union européenne est partie de 6 pays. Et à l'époque, on était dans la guerre froide, c'est-à-dire que l'Europe était divisée. L'Est se battait contre l'Ouest. Et il aurait suffi, si les Africains étaient indépendants et à la manière des Américains, que l'on mette des armes d'un côté et de l'autre et les populations européennes allaient s'entretuer. De la même manière qu'ils montrent aujourd'hui des Africains qui s'entretuent. Mais on ne l'a pas fait parce que les Américains ont été, dans le cas de la guerre froide, les soutiens des pays de l'Ouest. On est passé de 6, puis à 9, puis à 12, puis aujourd'hui à 27 pays. Et si vous avez suivi l'actualité, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. En France, il y a des personnes qui pensent aussi qu'il faut sortir de l'Union européenne. Pareil, dans tous les pays européens, on a des personnes, des groupes qui font quand même 20-30% aux élections, qui pensent qu'il faut sortir du projet européen. Donc ça aussi, ça doit nous alerter sur l'idée que l'Union africaine devrait être le copier-coller de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses dans l'Union européenne qui ne vont pas, et il y en a d'autres qui sont intéressantes. Donc quand on doit copier, copions au moins de manière intelligente. Le projet de circulation des étudiants qu'on voit en Europe, Erasmus, c'est une évidence qu'il faut le mettre en Afrique. On n'a pas besoin de copier les Européens pour le faire.
C'est une évidence, et nous l'avions déjà avant la colonisation, qu'il nous faut une politique agricole commune à l'échelle du continent africain, pour que les espaces où nous avons des trop-pleins puissent servir pour le trop-vide, dans un cadre d'équilibrage démographique. Ensuite, cette politique agricole commune doit faire en sorte que des puissances extérieures au continent africain arrêtent d'acheter nos meilleures terres pour produire la nourriture qui ira ensuite nourrir des populations non africaines et laisser les populations africaines dans la misère. Ensuite, il faut également penser de projets industriels dans le bassin du Congo et également au niveau du bassin du fleuve Niger, qui ont été les deux points de discussion au moment de la conférence de Berlin, qui a divisé l'Afrique en zones d'influence. Cheikh Anta Diop a montré dès 1960, dans les fondements d'un État fédéral d'Afrique noire, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, que dans ces deux zones, on peut créer des industries, on peut créer toutes les industries possibles. Nous pouvons avoir un Airbus africain de la même manière que l'Europe a construit Airbus et Ariane, son projet spatial. Au niveau du Congo, où nous sommes au niveau de l'équateur, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on peut construire des lanceurs de fusées pour mettre en place des satellites, pour acquérir notre autonomie du point de vue de la communication et de la télécommunication, pour faire que DRTV, par exemple, puisse rayonner dans le monde entier. C'est possible, mais pour cela, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Donc, on peut effectivement critiquer tel ou tel régime, mais quand on constate ce que des pays, par exemple en Asie, ont fait, ce sont des pays qui étaient au même niveau que le Congo ou la Côte d'Ivoire en 60, mais qui ont été ensuite menés dans une forme de développement, mais sous une forme dictatoriale. Et cette forme dictatoriale et autoritaire n'a pas empêché la construction d'une forme de développement. Donc même cela, nous ne sommes pas capables de le faire au niveau du continent africain, parce que nos élites sont siphonnées sur le modèle occidental. Nous pensons que toutes les solutions doivent venir de l'Occident, qu'on ne peut pas se réunir entre nous pour examiner nos problèmes et déterminer comment nous devons nous en sortir. Alors, on va justement vers la fin de notre entretien. Je voulais vous poser juste une question. Avez-vous une idée sur un projet panafricaniste, fédérateur, intégrateur? Si on a parlé du franc CFA, ce n'est pas un projet panafricain. Air Afrique, ça vous dit quelque chose? Quand vous êtes arrivé ici, avez-vous eu droit à un visa ou bien vous êtes venu directement, vous êtes sorti à Maya sans problème du Ghana? Alors, je vais vous dire les choses honnêtement, je voyage avec un passeport béninois, CEDEAO. Donc dans le cas de la CEDEAO, nous avons une liberté de circulation, sauf qu'il se trouve qu'aux différentes frontières, il y a quand même du racket. C'est-à-dire que la loi nous autorise à circuler librement. Mais quand on ne connaît pas la loi, on est parfois intimidé par les autorités qui savent que cela représente aussi des rentrées d'argent. Donc il faut aussi qu'il y ait une responsabilisation à ce niveau-là. D'autre part, quand je suis arrivé ici, donc à Maya Maya, quand j'ai quitté le Ghana, les Ghanéens ne savaient pas que, en tant que citoyen béninois, je peux rentrer au Congo-Brazzaville sans visa. Et ils ne voulaient pas me laisser embarquer. Ils me disaient non, vous avez besoin d'un visa. Parce que eux, dans leur imaginaire, la CEDEAO, la CEMAC, c'est deux choses différentes. Sauf qu'il y a aussi des accords bilatéraux entre les différents pays. Et donc j'ai dû insister. Et ils m'ont même menacé, vous allez voir, vous aurez des problèmes. Et quand je suis arrivé à Maya Maya, j'ai été accueilli de manière tout à fait chaleureuse. J'ai eu un accueil privé. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans l'avion. Et j'ai passé la douane sans aucune difficulté. Je l'ai passé de manière totalement naturelle, comme si je rentrais à la maison. Et en tant que militant panafricaniste, je considère que le Congo, même si je n'ai pas la nationalité, fait partie de ma maison, c'est chez moi, je suis chez moi ici. Et je pense que cette notion de la citoyenneté continentale, la citoyenneté panafricaine est très importante. L'an dernier, à Kigali, on a lancé le projet de passeport continental. Je pense que ce projet de passeport continental, il ne faut pas le réserver à l'élite, aux chefs d'État, aux ministres, etc. Il faut le réserver à la jeunesse qui circule. Les artistes, donc ceux qui dansent, comme vous dites, mais qui sont beaucoup plus importants que vous ne le croyez pour l'intégration. Les entrepreneurs qui font vivre l'Afrique d'un point de vue économique en utilisant justement les infrastructures qui remplissent nos Kenya Airways et autres, qui permettent donc à ces compagnies aériennes de prospérer. Et Ethiopian est une des meilleures compagnies aériennes du monde. Ethiopian est même mieux cotée que Air France. Ethiopian a connu beaucoup moins de soucis que Air France. Mais ça, on ne le dit pas assez. Donc il faut le dire, il faut valoriser nos modèles de réussite et nos modèles d'excellence et il faut les développer. Donc cette question de la citoyenneté doit aussi permettre à la diaspora de pouvoir revenir plus facilement sur le continent africain. Parce que la diaspora, ce sont eux qui investissent le plus sur le continent.
l'investissement de la diaspora est supérieur à l'investissement de l'Agence française pour le développement, de la Banque mondiale, du FMI et autres. Donc il faut que nos autorités comprennent que cette diaspora-là, elle est très importante justement pour mettre en place un véritable développement du continent africain. Mais pour qu'ils le comprennent, eh bien, il faut qu'il y ait une représentation politique. Donc il faut qu'il y ait un cadre juridique dans lequel nous pouvons discuter d'égal à égal. Et pour mettre en place ce cadre-là, eh bien, il faut repolitiser le panafricanisme. Dans le cadre de la Ligue panafricaine Umoja, nous créons des sections territoriales dans les différents territoires du continent africain et dans la diaspora, Guadeloupe, Martinique, Jamaïque et autres, également en Europe et en Asie. Et nous pensons qu'à partir de là, nous devons revaloriser le panafricanisme, mais pas le panafricanisme des réseaux sociaux, des gens qui insultent les chefs d'État africains, etc. Nous, ce n'est pas notre souci. On est au-dessus de ça. On a un objectif clair qui est aller vers les États-Unis d'Afrique. On est en train de construire l'architecture pour y arriver, et pour cela, on a besoin de toutes les énergies positives. Je crois qu'il faut un peu plus d'utopie, de rêve pour arriver à des résultats, parce que elle a dit vos ancêtres n'ont pas pu, peut-être que vous y arriverez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais je voulais, si vous avez un plaidoyer peut-être à faire pour que le panafricanisme puisse trouver tout son sens au sein de nos communautés, quel serait-il? Et puis, je vous ai posé la question, y a-t-il un projet intégrateur panafricain pour lequel vous pouvez vous réjouir, à part de citer ce que vous venez de dire tout à l'heure? Un projet intégrateur panafricain, je n'irai pas dans votre sens. Bon. Il y a beaucoup d'initiatives panafricaines qui existent aujourd'hui sur le continent. Il y a beaucoup de choses qui se font, y compris dans ce que vous appelez les choses un peu comment dire, légères. C'est beaucoup plus important que vous ne le croyez. La Coupe d'Afrique des Nations, économiquement parlant, c'est énorme. Ce n'est pas pour rien que vous avez Orange, Canal+, Bolloré qui sont dessus, c'est énorme. Et nous ne le voyons pas. Qui sont toutes des entreprises occidentales, bien évidemment. Okay. Soit vous laissez tout ce que vous avez aux Occidentaux et vous continuez à pleurer, soit vous prenez votre destin en main et vous vous organisez. Donc le travail que l'on fait, c'est un travail d'organisation. Le panafricanisme a déjà remporté un certain nombre de victoires. Sans le panafricanisme, nous tous ici, nous serions dans des cales de bateau encore. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et l'Europe n'a pas abandonné son projet de redomination du monde. Donc c'est à nous aussi à un moment de nous organiser. Et c'est à nous également à un moment de nous prendre en main. Il y a différentes dynamiques sur le continent africain et je constate partout où je passe que dans les milieux francophones, il y a beaucoup de défaitisme, il y a beaucoup de capitulation. Et que ce défaitisme et cette capitulation, eh bien, il faut en sortir. Il y a une autre Afrique qui avance, qui est dynamique, qui réussit des choses, qui entreprend, qui défie l'Occident sans aucune difficulté, qui défie la Cour pénale internationale de manière juridique claire et précise. En arrivant, je suis passé par le Kenya, le pays de Uhuru Kenyatta. On a vu comment il s'est comporté vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Il est tout à fait possible de faire plier un certain nombre de structures qui aujourd'hui nous font peur, mais il faut juste avoir la capacité de dire non et de s'ancrer, je pense, dans un projet politique qui repose sur une histoire qui a toujours apporté le meilleur pour le continent africain. Donc, à partir de là, l'éducation, la formation, la conscientisation et l'organisation, je pense très sincèrement que les 15 à 20 ans qui viennent vont apporter énormément de surprises parce qu'il y a aussi une pression démographique qui arrive et que cette pression démographique ne pourra pas se satisfaire comme nos aînés d'une position où nous ne sommes là que pour recueillir des miettes. Et ça, les Occidentaux, les Asiatiques, les Américains le savent très bien. Et c'est pour cela que le panafricanisme les inquiète énormément et qu'ils ont pris pour habitude de montrer justement ceux qui se présentent comme étant panafricanistes et qui sont parfois les moins crédibles ou les moins connaisseurs justement de cette histoire-là. Mais de quoi pouvez-vous être fier du combat que vous menez? Et quel est le bilan du panafricanisme aujourd'hui de quoi? Je vais vous dire une chose. En Afrique et dans le monde entier, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui sont fiers d'être africains et africaines. Rien que ça, c'est déjà une victoire du panafricanisme. Maintenant, on sait que tous les Africains du continent ne voudront pas être panafricanistes. Certains voudront continuer à travailler avec la France, pour la Chine, pour les États-Unis, etc. Mais nous voulons que ceux qui ne veulent plus rester dans ce système-là trouvent justement une autre possibilité d'expression. Et qu'ensuite on puisse comparer entre ceux qui ont choisi de rester dans ce système-là
et ceux qui ont choisi de faire autre chose. Et je pense que la comparaison sera sans appel, puisque bien évidemment, la souveraineté ou tout ce qu'on appelle émergence ne peut passer que par le panafricanisme. Alors, je crois que c'est votre conclusion. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Je voudrais présenter votre ouvrage, celui que vous avez produit, c'est Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Voilà. Pour préparer cet entretien, j'ai eu recours à ma bibliothèque privée, comme on dit, de cet ouvrage, La FEANF, les grandes heures du mouvement syndicat étudiant noir, voilà, de Charles Diane. Et le père, on va dire que le rêve brisé de l'unité africaine, le livre de Nkrumah et le rêve de l'unité africaine, voilà, de l'enseigné Kaba. Ces ouvrages m'ont permis de préparer cette émission. Je voudrais remercier M. Hamzat Boukari Yabara, qui est historien-chercheur, docteur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, qui nous a fait cet honneur de venir nous rendre visite. Est-ce que vous savez que pour aller à Libreville, il faut un visa? Et nous sommes à 2 heures. Et pourtant, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun font partie de la CEMAC. Et le Tchad vient de prendre une circulaire comme quoi aujourd'hui les gens peuvent circuler librement, oui. Mais ailleurs c'est pas le cas. Oui, vous comprenez? Oui, parce qu'il y a des dirigeants qui sont devenus indépendants à contre-cœur, qui ne voulaient pas de l'indépendance. Le Gabon voulait être un département français, comme la Côte d'Ivoire voulait aussi être un département français, avoir le statut de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, qui sont des départements français. Et l'indépendance a été imposée à des hommes qui ne voulaient pas de l'indépendance, en éliminant physiquement, je dis bien physiquement, tous ceux qui justement voulaient cette indépendance pour construire un autre projet. Donc si on avait choisi cette autre route, cette autre voie, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des micro-États qui n'ont aucune viabilité, qui ne sont ni viables ni vivables d'un point de vue culturel, puisque ce sont les mêmes peuples qui gravitent dans tout cet espace-là, mais qui sont confrontés à des lois qui n'ont aucun sens dans un 21e siècle qui vit de la mondialisation, où tout circule, soit de manière matérielle, soit de manière immatérielle. Et le projet du panafricanisme, c'est aussi un projet de circulation qui se heurte à beaucoup de difficultés, mais que nous arrivons à surmonter avec beaucoup de force dans le cadre de la recherche, mais aussi dans le cadre donc, des activités politiques. En tant que secrétaire général de la Ligue panafricaine Moudja, nous arrivons à faire circuler beaucoup de personnes du continent et de la diaspora sur le continent, et c'est une grande fierté quand nous arrivons à nous réunir entre nous, parce que nous montrons justement que ces lois-là, eh bien, il faut les changer de la manière la plus radicale possible, tout en sachant que bien souvent, des Occidentaux, des personnes avec des passeports occidentaux circulent beaucoup plus facilement en Afrique que des Africains eux-mêmes. Donc, même sur notre propre continent, nous ne sommes pas libres de nous déplacer comme nous le voulons. Ouais, un dernier conseil. De quoi doivent avoir peur nos dirigeants africains? De plaider pour l'unité africaine réelle ou de défendre leurs micro-États à cause de leurs intérêts propres? Nos dirigeants actuels, pour une grande partie, je pense qu'ils ont peur d'entrer dans l'histoire. Et quand on regarde actuellement la vague de dirigeants qui ont été critiqués, qui ont été attaqués, qui commencent à se revendiquer panafricanistes de la dernière heure, je crois que ça doit nous interpeller. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a que le panafricanisme qui les fera rentrer dans l'histoire. Sauf que leur posture, je pense, ne peut pas les exonérer de tous les échecs qui a eu lieu auparavant. Donc le panafricanisme est une affaire de constance. On ne peut pas se revendiquer panafricaniste à la dernière heure ou quand on est menacé par la France. Donc là aussi, je pense qu'il faut vraiment dissocier ceux qui ont une dent contre la France et qui utilisent la France pour se créer une stature panafricaniste, de chef d'État panafricain ou autre, et ceux qui sont réellement dans ce projet-là, sans savoir si c'est la France, les États-Unis ou autre, mais qui sont vraiment sur une ligne de travailler à l'unité des Africains et des Africaines du continent et de la diaspora. Donc là aussi, je pense qu'il faut savoir mesurer les choses et comprendre que l'objectif, c'est aussi d'écrire l'histoire, de faire l'histoire, comme Patrice Lumumba le disait dans sa dernière lettre à sa femme, faire en sorte que l'histoire
que l'on enseignera à nos enfants ne soit plus celle écrite à Paris, Londres ou Washington, mais celle écrite par les Africains eux-mêmes. Donc nous venons d'écrire aussi une nouvelle page de notre histoire en vous recevant sur ce plateau. Je vous remercie.